Spécialiste des relations internationales, Pascal Drouot est un fin connaisseur des dynamiques entre l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe. De passage en Côte d'Ivoire, il plaide pour un renforcement des coopérations sud-sud. Il livre dans ce numéro 2 À vous la parole son regard sur les grands enjeux géopolitiques, économiques et technologiques qui lient aujourd'hui les continents. Je suis un spécialiste en relations internationales, mais en fait, je suis un Français, un globe-trotteur patriote, c'est-à-dire un Français, un Européen, mais qui a deux jambes. Moi, mes jambes, c'est l'Afrique, l'Amérique latine, et j'essaie dans un parcours qui m'a conduit entre secteur public, secteur privé, toujours avec l'international, de comprendre le monde et d'être utile à mes amis. Et naturellement, comme Français, j'ai été très vite, dès que je me suis engagé en 1995 auprès de Jacques Chirac, tout de suite, 15 jours après être devenu à l'époque le responsable des relations internationales du parti du président, j'étais à Yamoussoukro. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, tout de suite, a été un pays important. Ça a été pour moi la porte d'entrée vers ce continent que j'aime, que j'ai découvert au fil de nombreuses années, l'Afrique. Et j'ai découvert ce continent que j'aime dans sa diversité, parce que l'Afrique, ce sont 54 États, ce sont des situations économiques, sociales, culturelles, totalement différentes. Mais la porte d'entrée, pour moi, ça a été la Côte d'Ivoire. Donc être à Abidjan, aujourd'hui, ça a beaucoup de sens pour moi. Et c'est la continuité d'une relation très particulière que j'ai avec le continent. Cette émission elle a été extrêmement importante. Il y a en effet quelques jours, j'ai été interviewé par, vous l'avez très justement rappelé, France 24, à la suite d'élections au Venezuela, mais en Amérique latine. Le Venezuela, c'est un pays aujourd'hui stratégique, les premières réserves mondiales en brut, de pétrole, par exemple, et avec une situation interne extrêmement difficile qui déstabilise l'Amérique du Sud. Il se trouve que quelques jours après, je suis venu en Côte d'Ivoire avec un ancien chef d'État colombien qui essaie de sensibiliser sur notamment les problématiques de sécurité qui existent en Amérique latine mais qui intéressent l'Afrique, c'est-à-dire les problématiques de narcotrafic. Et évidemment, nous-mêmes, Européens, sommes totalement concernés par cette situation. Et donc là, il y avait et il y a un intérêt commun. Et c'est vrai qu'à travers la situation des élections au Venezuela, j'ai essayé de mettre en relief une, je dirais, complémentarité de contexte entre l'Afrique, l'Amérique latine, d'une part. Mais cette émission était importante parce qu'elle m'a justement permis, et je remercie encore d'ailleurs France 24, de parler de sujets qui nous concernent tous. Qui nous concernent tous d'abord parce que l'Afrique, c'est un continent qui compte dans le monde. C'est un continent qui compte dans ce monde sous tension où le problème de gouvernance est posé. L'Afrique, ce sont bientôt 2 milliards d'habitants. C'est un pays qui compte avec toutes les matières premières indispensables dans la réalité économique présente et de demain, l'intelligence artificielle, toute cette industrie numérique qui a besoin de matières premières qui existent sur le continent africain. Et puis, comme je vous disais, un continent de 2 milliards d'habitants avec des problématiques qui vont toucher à l'énergie, à la mobilité, au transport, aux infrastructures, aux routes, à l'accès à la santé, l'accès au numérique, l'accès à l'eau.
L'eau est un sujet extrêmement important. L'eau potable, ça veut dire le traitement des sols pollués, le traitement des nappes phréatiques. Donc tout ce qui fait cette connexion dans un monde qui bouge, qui est sous tension, et l'Afrique doit jouer, doit avoir sa place, doit jouer son rôle, tout son rôle, mais également dans une nouvelle gouvernance. C'est pour moi surtout la volonté de pousser l'idée d'une coopération sud-sud, d'une coopération nouvelle entre l'Afrique, ce continent qui doit exister dans tous les organes internationaux qui font la gouvernance mondiale. Je pense évidemment à l'ONU, à tous ces travaux engagés dans une réforme de la gouvernance internationale. Je pense au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais pas seulement, parce que des pays du continent africain appartiennent aussi aux BRICS. Et aujourd'hui, je crois que pour l'Afrique et pour l'Amérique latine se présente une opportunité nouvelle d'échange, de liens, de coopération entre deux continents. Est-ce que vous vous rendez compte qu'entre l'Afrique et l'Amérique latine, nous parlons déjà de 2,6 milliards d'habitants. Nous parlons d'un ensemble qui serait sur le plan économique extrêmement puissant. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en termes de transport, entre Rio et Dakar, il n'y a que 4 heures de vol? Et aujourd'hui, ces liens, notamment en transport donc aérien, n'existent pas. Il suffit de rien pour approcher deux continents puissants qui sont dans le cœur des relations internationales, qui relient entre l'Europe, l'Asie, les Amériques, entre le Pacifique pour l'un, tout l'Atlantique pour l'autre, l'océan Indien, bref, ce qui fait le cœur du monde nouveau qui est en train d'être construit de toute façon sous nos yeux en ce moment. Donc c'est à ça que je me réfère, à cette coopération sud-sud qui me paraît absolument indispensable aujourd'hui et au-delà de toute idéologie. C'est être pratique. Ce sont des échanges commerciaux, ce sont des échanges humains, ce sont des échanges nouveaux sur le plan culturel. Et vous aviez tout à l'heure la gentillesse de rappeler l'émission de France 24 parce que pendant cette émission, j'ai aussi voulu transmettre un autre message. Non seulement cette coopération sud-sud, et merci d'avoir donc relevé l'importance de cette interview parce que oui, sud-sud aujourd'hui c'est la clé du monde de demain, mais aussi montrer, et le pays de l'Aqaba, la Côte d'Ivoire, est tellement porteur en matière de défense du patrimoine culturel, tirer une sonnette d'alarme sur des sites du patrimoine culturel mondial en danger. Et je parlais du Soudan, où un site extraordinaire qui est très important pour nous tous qui sommes membres de ce monde, qui est le site de Méroé, qui était celui des pharaons noirs qui ont gouverné l'Égypte ancienne, la 25e dynastie, avec des grands pharaons comme Taharqa, qui venaient de Nubie, qui venaient du Soudan, des sites extraordinaires où je me suis rendu. J'ai voulu faire ce parallèle pour rappeler l'importance du patrimoine culturel en danger. Rien ne se fait sans la rencontre des hommes et des femmes de ces continents. C'est pour ça que l'ancien président de la Colombie, Andrés Pastrana, est venu en Côte d'Ivoire. Il a tenu à organiser, c'est aujourd'hui le président de la première force politique au monde d'union de partis politiques du centre qui défendent la liberté, le développement, la paix, ce sont les grands principes, et qui a tenu à organiser son assemblée annuelle et le comité directeur ici à Abidjan. Donc ça, c'était un geste très fort d'abord de confiance envers la Côte d'Ivoire, de rappeler le fait que l'éléphant de la sous-région, l'éléphant de l'Afrique de l'Ouest est revenu, a retrouvé sa place et la retrouve sur le continent africain, et que ça, c'est vu dans le monde. Andrés Pastrana, il vient de Colombie et il a tenu à venir ici, à Abidjan, et il a bien mis l'accent sur ces nouveaux échanges sud-sud qu'il faut créer.
2 continents incroyables. L'Afrique, 54 pays, nous en avons parlé. La situation dans les pays du Sahel ne sont pas ceux de l'Afrique du Sud, ceux de l'Afrique de l'Est ne sont pas ceux de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Sud et évidemment de l'Afrique du Nord. Mais pour autant, il y a cette volonté d'unité. L'Union africaine est notamment là pour le démontrer. C'est pareil en Amérique latine. 33 pays avec la région des Caraïbes, autant de diversité, de différences économiques, de sécurité sociale, avec des problèmes qui sont très forts là-bas, notamment celui de migration, notamment vers le Mexique pour aller vers les États-Unis, qui peuvent déstabiliser certaines économies, et pour autant des points d'unité très forts. Et à un moment, dans ce 21e siècle où tout change, nous sommes à un point de bascule du monde, il est important que ces 2 continents se rencontrent. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas ces rencontres. Et donc, tout commence par les hommes, par les femmes qui se rencontrent et qui construisent comme ça des projets. Je prends toujours l'exemple donc de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons vécu ces derniers jours, où nous avons eu l'occasion de rencontrer la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, et avec qui nous avons parlé de coopération sur le plan médical, social, toujours en mettant en valeur l'hôpital mère-enfant de Bingerville, qui est un modèle maintenant dans la région, qui va d'ailleurs se développer avec un département pour les maladies cardiaques. Mais par ailleurs, nous avons vu le Premier ministre, Robert Begré, qui nous a reçus longuement, avec qui nous avons parlé de ces échanges indispensables, mais pas seulement macroéconomiques, pas seulement macro-commerciaux, tout simplement en imaginant des voies de nouvelles coopérations, peut-être un jour d'ailleurs aériennes, mais de connaissances sur le plan numérique, par des projets qui peuvent être culturels, qui vont ouvrir de nouvelles voies, parce que les défis de l'Afrique, ce sont aussi ceux de ce continent. Et moi, je plaide pour ça. Nous avons rencontré également Patrick Hachi, avec qui nous avons pu parler des gros enjeux macroéconomiques, financiers entre ces 2 continents, parce que je vous assure, une coopération afro-latino-américaine, ça fait basculer le monde aujourd'hui. Ben évidemment, une mobilisation au service d'un développement durable. Ça passe par les infrastructures, des infrastructures en termes d'énergie, en termes de transport. C'est très important, la mobilité, pouvoir circuler d'un pays à l'autre, de transport aérien, mais de transport aussi routier, d'une part. L'accès au numérique, tout faire pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique entre les nouvelles générations. Vous vous rendez compte, l'Amérique latine comme l'Afrique, ce sont des continents où la part de la population de moins de 25 ans devient majoritaire. En Afrique, plus de 80% de la population dans 15 ans a moins de 25 ans. Donc les besoins, pourquoi la jeunesse n'aurait pas accès au numérique aujourd'hui, c'est ça un des premiers éléments de justice. Cette information numérique, cet accès, cette volonté de construire toute une économie nouvelle à laquelle aujourd'hui, dans laquelle nous sommes, mais qui va continuer à se développer, l'accès à l'intelligence artificielle, c'est ça la véritable liberté. Et c'est ça, ce sont ça des axes de coopération avec 2 continents, avec des pays qui ont des entreprises extrêmement importantes dans tous les domaines. Le domaine, je disais, des infrastructures, je pense aux cimentiers, de la recherche scientifique, de l'énergie, de l'accès, de l'exploitation des matières premières, que ce soit du pétrole, le gaz, mais d'autres minerais, le lithium. Est-ce que vous vous rendez compte de la place stratégique dans le monde aujourd'hui du lithium? L'or, qui est devenu à nouveau la matière refuge d'un monde qui vit sous tension. Donc vous avez tellement d'éléments pour contribuer non seulement à l'amélioration du monde, mais pour devenir la force de point de bascule d'un monde où, en effet, ce monde connaît des guerres lourdes,
qui conditionnent un climat d'affaires. Je pense naturellement à l'Ukraine, je pense évidemment aux événements au proche Moyen-Orient, mais pour autant, il y a des lueurs d'espoir et comme amis de l'Afrique, amis de l'Amérique latine, qui font partie d'une vie, puisque vous avez eu la gentillesse de me poser la question de savoir qui j'étais, et je fais partie de ces rares personnes qui ont passé leur vie entre plusieurs continents, qui ont été à la rencontre de ces continents. Et moi, je vois, c'est très clair, ces opportunités qui sont autant de chances, autant de voies pour les populations de ces continents fantastiques, millénaires, que sont l'Afrique et l'Amérique latine. Aujourd'hui, il faut inventer quelque chose qui permette d'intégrer des pays qui, de facto, doivent contribuer à l'influence d'un nouveau monde. Le continent africain doit jouer ce rôle comme le continent latino-américain. Il ne suffit pas d'être enfermé dans une dimension, dans un rôle où il faudrait subir des enjeux d'autres pays. Il faut participer, inventer. Et donc cette coopération sud-sud, dans un nouveau siècle, ce 21e siècle, il y a eu le mouvement des non-alignés pendant la guerre froide, lancée dans les années 1950, 60, certes, mais on n'est plus du tout dans ce rapport-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde à inventer. Ne pas retomber dans la bipolarité qui ne serait pas dans laquelle, en effet, l'Afrique, dans laquelle l'Amérique latine et une partie de l'Asie n'auraient aucun rôle. En Afrique, il y a des pays qui ont une politique africaine. La Côte d'Ivoire en fait partie. Le Maroc est un autre pays qui a une politique africaine, une politique vers le continent africain. La Côte d'Ivoire, elle a retrouvé sa place d'éléphant. Elle a retrouvé sa place dans la région. Elle a retrouvé une voix, une crédibilité très forte sur la scène internationale tout au long de ces dernières années. Et après les événements de 2011 et avec la présidence de Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, elle s'est reconstruite. Moi, je viens ici depuis 1995, vous vous rendez compte? J'ai vécu tous les événements. J'étais à vos côtés. J'ai vécu les événements jusqu'en 99, la période de feu Robert Gueye, la présidence de Laurent Gbagbo, les événements 2010, 2011, la poussée du concept de l'ivoirité et la reconstruction avec le président Ouattara. L'apaisement, la reconstruction, retrouver sa place, retrouver une crédibilité, être écouté, mais c'est fondamental. Donc la Côte d'Ivoire, elle a un rôle de modèle et je dirais même de moteur. On le voit bien, vous voyez bien les visites. Il y a eu la semaine dernière l'élection du nouveau président de l'ABAD, ça s'est fait à Abidjan, pendant l'assemblée annuelle de l'ABAD. Il y a le Salon international de l'agriculture, qui est un événement extrêmement important. L'agriculture et l'alimentation. L'alimentation, c'est le cœur du développement sur le continent africain. Moi, je me rappelle de l'appel qui avait été lancé en 2022 par l'ancien président Macky Sall pour le danger alimentaire sur le continent africain à la suite du déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un foyer, un réceptacle d'influence sur le continent africain, un foyer d'idées, un foyer de projets et de réalisations. Voilà. Et moi, je suis admiratif, puisque j'ai eu l'occasion de vivre, ce ne sont pas des mots, c'est une réalité physique, de vivre dans les plusieurs temps de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire, d'être un acteur, un observateur, un acteur de la reconstruction, notamment sur le plan énergétique, sous évidemment les orientations du président Ouattara, mais sur le plan énergétique, avec la centrale d'Azito, qui a fait de la Côte d'Ivoire une puissance énergétique dans la région. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte quand même? La Côte d'Ivoire le fournit en énergie toute la région du Sahel.
Elle exporte de l'énergie. La Côte d'Ivoire, c'est un pays extrêmement important. En matière de transport, le projet de métro, nous l'avons lancé dès 2012, dès 2013. Et on a mis en place tout ça, cette mobilité, cette modernisation. Puis vous avez des grosses entreprises qui tirent la Côte d'Ivoire vers le haut, évidemment. Donc moi, j'ai vécu ces phases. J'ai vécu la crise. Moi, j'étais là. Je me souviens, quand il n'y avait plus d'activité à Abidjan, les barrages, la nuit, dès 18h, moi je les ai vécus, je connais. Et puis j'ai vu l'amélioration. Quand je dis la reconstruction, c'est pas un mot. Moi j'ai vu la renaissance de la Côte d'Ivoire, la renaissance d'une fierté de Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des mots, c'est une réalité. Et donc cette réalité-là, elle est un modèle sur le continent africain parce que la vision est là. Il y a une politique africaine qui correspond à une réalité, une politique visant à exporter, à se faire connaître. La Côte d'Ivoire a des liens privilégiés avec certains pays d'Asie. Il faut maintenant créer ces liens avec le continent latino-américain et la Côte d'Ivoire va être incontournable. Et forcément, le président connaît très bien les organisations internationales et il sait parfaitement bien le défi de cette gouvernance internationale qui fera de la Côte d'Ivoire un partenaire incontournable dans ce monde à bâtir. Ça n'a été que l'amitié et ce sont des retrouvailles. Et vous avez la gentillesse d'utiliser le mot de passion, mais ce que je vous dis, c'est ma vie. Il n'y a rien de caché. C'est ma vie. Et oui, je suis heureux d'être venu en Côte d'Ivoire, d'avoir retrouvé, j'allais dire mon pays d'adoption, en tout cas d'avoir retrouvé la Côte d'Ivoire que j'ai accompagnée et j'ai eu cet honneur-là durant plus de 25 ans, pendant une phase de son histoire contemporaine qui a été essentielle. Et je n'étais pas revenu en Côte d'Ivoire ces dernières années, depuis la pandémie. Et donc revenir ici pour parler de coopération sud-sud avec des personnalités aussi incroyables que l'ancien président de Colombie, Andrés Pastrana, que la première dame, Dominique Ouattara, que Patrick Hachi, que le Premier ministre, de rencontrer des Ivoiriens, que ce soit en ville, j'ai circulé un petit peu dans le pays ces derniers jours, de retrouver Yamoussoukro, de voir une autre Côte d'Ivoire, de la côte, moi ça me rend heureux et je me suis reconnecté avec ce pays que j'aime, qui m'a manqué, mais voilà, la vie me le permet et vraiment merci à la Côte d'Ivoire de m'avoir accueilli les bras ouverts. J'ai rencontré des personnes très engagées, je pense à la ministre Loto, à tous ceux qui sont actifs, qui travaillent là aussi avec force et qui sont convaincus que la Côte d'Ivoire doit continuer à... Mais ça ne se fait pas tout seul, c'est pas le yaka, il y a faucon. Ça, c'est un engagement au quotidien, ce sont des efforts, c'est des investissements, c'est une vision, un cap qu'il faut tenir. Et moi, je vois que la Côte d'Ivoire a réussi à revenir sur le devant de la scène. Ils sont nombreux, mais les temps forts, ils ont débuté avec la rencontre avec la Première Dame, jeudi dernier, puisqu'il a été permis au président Pastrana de s'entretenir avec la Première Dame de sujets qui touchent à la vie au quotidien, l'éducation, l'accès à la santé des femmes, des enfants, des causes de mortalité très importantes en Afrique. Nous savons que le paludisme est une des causes de mortalité très fortes sur le continent. En Afrique de l'Ouest, le cancer de l'utérus, le cancer du côlon, ce sont des causes de mortalité premières, et donc notamment chez les femmes. L'accès donc à la santé, cet encadrement, cette volonté de participer de la formation
de la jeunesse qui peut être défavorisée. Ça a été le cœur de sujet. Pour moi, ça a été un temps extrêmement fort que de voir que des personnalités comme la Première Dame sont engagées au quotidien, mais je le savais, dans le fait de relever ces défis. Un deuxième temps fort, ça a été évidemment la rencontre avec le Premier ministre, Robert Guégré-Mambé, que je connaissais depuis longtemps, que j'avais vu lorsqu'il était gouverneur de la région d'Abidjan, quand moi je m'occupais, j'étais en charge du continent africain au sein du groupe industriel français Alstom, et donc nous avons beaucoup travaillé ensemble sur les sujets de mobilité pendant des années, et j'étais très heureux de le retrouver à l'occasion donc de la rencontre avec le président Pastrana, où on a vraiment parlé de sujets touchant aux coopérations entre les deux continents, mais aussi des sujets de sécurité qui intéressent une partie de l'Afrique, et notamment un des gros sujets qui est les nouvelles routes du narcotrafic passant par le golfe de Guinée et remontant vers le marché européen, et donc traversant toute une partie de l'Afrique de l'Ouest, Sahara, Afrique du Nord, pour aller sur le marché européen. Et là aussi en Europe, entre les Balkans, les grands ports de l'Europe de l'Ouest, bref, des défis extrêmement importants. Troisième temps fort, ça a été une rencontre passionnante avec Patrick Hachi, là aussi que je connaissais, mais que j'ai retrouvé, parce que vous savez, c'est un homme qui est engagé, qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai retrouvé par hasard lors de l'assemblée annuelle de la Banque interaméricaine de développement au Chili, il y a 3 mois. C'est pour vous dire combien lui aussi cherche les voies de connexion, notamment sur le plan financier, parce que on peut penser que tout ça, c'est très loin de la vie au quotidien des habitants. Mais ce n'est pas du tout. La Côte d'Ivoire, comme de tous les pays dans le monde, sont notés. Ils sont notés auprès d'agences de notation. La Côte d'Ivoire, elle a une note. Tous les pays, la France a une note. Les États-Unis ont des notes. Mais ces notes, elles sont importantes parce qu'elles vous donnent accès à des emprunts, à de l'argent international, mais l'argent, il est plus ou moins cher en fonction de la note que vous avez. Donc, être connecté à tous ces organismes internationaux, présenter le pays, montrer les efforts qui sont faits. Les efforts, ça requiert parfois des sacrifices. C'est pas facile, évidemment. Mais les efforts sont là. Et tout ça, ça contribue auprès de ces organismes internationaux, où Patrick est extrêmement engagé, à améliorer la note. Et améliorer la note, c'est rendre l'argent moins cher pour le pays. Et si vous avez de l'argent moins cher, vous pouvez investir. Et c'est ce que fait la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà. Donc ça a été 3 temps très très forts pour moi. Et puis sur le plan anecdotique, aller au marché à Marcory, à Cocody, pour moi ça a été des moments de bonheur et de retrouvailles là aussi avec le jeune Pascal qui venait en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut saisir cette réalité sous le prisme de la libération. Oui, il y a un retour aux frontières nationales, différemment, mais ce retour à une nouvelle identité souveraine, elle est là. C'est un avantage, c'est aussi un danger. Mais il faut le saisir à travers ce prisme de la libération. Mais moi, je pense justement que la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays et de ces populations qui peuvent faire la différence entre une approche idéologique qui, à terme, amène la guerre et une approche constructive. Retrouver ses racines, c'est ce qu'a fait la Côte d'Ivoire. Un des temps forts, justement, j'ai oublié, c'est samedi, quand Andrés Pastrana a été fait fils adoptif par le chef traditionnel d'Abidjan, parce que la Côte d'Ivoire, elle a intégré officiellement l'identité des chefs traditionnels, des chefferies, des villages, dans son identité nationale. Et ça contribue à une
à rendre toujours plus unie et pacifique la population et retrouver son identité dans la paix pour continuer à avancer. Parce qu'être fier de ses traditions, être fier de ses racines, d'abord ça me paraît indispensable. Et moi qui aime l'Afrique, je suis heureux de voir combien, en effet, dans ce processus, aujourd'hui, ça c'est le bon côté de la marche vers des souverainetés nationales retrouvées, il y a aussi cette volonté d'assumer, de revendiquer des racines et une identité notamment traditionnelle, parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Retrouver son identité, ses racines, les faire vivre, les transmettre. Mais en même temps, nous sommes dans un monde du numérique, dans un monde où la compétition est très violente et très forte, et vous n'avez pas le droit d'être extérieur à tout ça. Vous devez compter, vous devez être à l'intérieur de ce monde qui se rebâtit sur de nouvelles bases. Il y a eu le monde après la guerre de 1945. D'ailleurs, je fais aussi partie de ces Français qui rappellent toutes les semaines à mes compatriotes, qui rappellent toutes les semaines à l'étranger que la capitale de la France libre, c'était la France qui luttait contre le nazisme. La capitale de la France libre, c'était Brazzaville. Que les premiers qui ont marqué leur soutien, c'est le Tchad, la Côte d'Ivoire, ce qui est le Congo aujourd'hui. Donc moi, le Français qui n'a pas connu cette période, je suis un Français libre qui aujourd'hui est invité en Côte d'Ivoire, dans les médias, à s'exprimer, parce qu'il y a eu aussi cette histoire-là. Je ne l'oublie pas. Donc ça, c'est très puissant. Mais il ne faut pas s'enfermer. Ce n'est pas incompatible de vivre son identité, ses traditions, d'une part, mais il faut être ouvert au monde, parce que le monde ne vous attend pas. Donc il faut en participer, être ouvert et très actif. Je n'ai pas eu l'occasion aujourd'hui, mais là aussi, moi j'ai été pendant, puisque vous me demandiez qui j'étais, de 1995 à 2007, j'étais en charge des relations internationales du parti présidentiel français. C'est pourquoi j'ai accompagné tout au long de ces années la vie politique ivoirienne, comme observateur évidemment, comme quelqu'un qui voulait comprendre. Et j'ai continué après, puisque en charge du continent africain pour une grande entreprise internationale française, Alstom en l'occurrence transport, puis après avec une société américaine, moi j'ai suivi tout le débat politique de la Côte d'Ivoire, parce que le débat existe, et c'est ça qui fait vivre la démocratie ivoirienne. Donc cette fois-ci, j'étais dans le cadre d'un voyage, d'un déplacement officiel auprès d'un ancien chef d'État étranger, donc expliquant des relations, on va dire, tripartites, hein, Amérique latine, Afrique, Europe, on va parler comme cela, dans un cadre officiel, mais en même temps, un cadre extrêmement opérationnel, puisque ce dont nous parlions, c'était des projets concrets. Donc je n'ai pas, et je n'avais pas de toute façon, à rentrer dans le débat purement politique en Côte d'Ivoire, c'eût été totalement déplacé. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a traversé des temps tellement difficiles, des temps de guerre, il y a 13 ans. Et auparavant, tout au long des années 2000, des débats, il y a eu l'ivoirité. Puis après, pendant les années 2000, Robert Gueye, la crise, et les années de l'ancien président Laurent Gbagbo, avec là aussi ce débat sur une voie socialiste, sur une approche identitaire de la réalité, et puis la crise. Et de là, la reconstruction. Donc moi, je fais confiance à la sagesse du peuple ivoirien, qui a connu les dangers d'une forme d'extrémisme et qui a vu à quoi ça a conduit.
Moi, j'ai toujours en référence Jacques Chirac, qui disait, dans son dernier message avant de quitter la présidence en 2007, il disait « Ne transigez jamais avec l'extrémisme qui conduit à la division, et la division, ça conduit à la guerre, et à la guerre entre frères. » Donc moi, je fais confiance, je n'ai rien à dire de plus, à la confiance du peuple ivoirien, à sa sagesse, je veux dire, à sa sagesse, parce que les papas et les mamans des enfants d'aujourd'hui ont connu ces années-là, parce que les jeunes cadres dans les entreprises, dans l'État, dans les administrations, dans les territoires, dans les régions d'aujourd'hui étaient les enfants de ces années difficiles en Côte d'Ivoire. Et donc je sais que le peuple ivoirien saura trouver la voie pour que cette unité, cette volonté d'aller de l'avant, cette reconstruction, cette renaissance de la Côte d'Ivoire continue. Je ne vais pas rentrer dans le débat, simplement l'opposition elle est dans son rôle. L'opposition elle est là pour s'opposer. Donc quand on est dans l'opposition, on trouve que ce qui est fait, c'est pas bien. Et puis quand on arrive au pouvoir, et l'opposition que l'on était, on trouve que c'est très bien. Donc chacun est dans son rôle. Moi, je regarde les résultats. Et les résultats, ils sont là, ils sont posés. La confiance internationale existe sur la Côte d'Ivoire, ce qui change la vie au quotidien, comme je vous expliquais. La confiance internationale dans la Côte d'Ivoire, ça veut dire l'accès à des crédits, ça veut dire la confiance dans les investissements, un accompagnement, et ça change la vie des Ivoiriens. Alors, dès demain, si l'occasion se présente, mais évidemment ce sera très très bientôt, parce que j'ai besoin de l'Afrique, moi aussi, pour pouvoir avancer, et j'ai besoin de la Côte d'Ivoire pour pouvoir montrer la passion que vous avez bien voulu décerner. Donc merci à l'Afrique et merci à la Côte d'Ivoire.